Les espions font souvent basculer l'histoire. Dans l'ombre depuis des siècles et partout sur la planète, certaines opérations ont défini le monde tel que nous le connaissons. Vous écoutez Nid d'espions, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Je suis Charlotte Baris et tous les mercredis, avec Étienne Girard, le directeur adjoint de la rédaction, on ouvre un dossier secret défense dans lequel le rôle des espions a tout changé. En 1969, Alfred Hitchcock réalise l'un de ses derniers films, Leto, d'ailleurs peu plébiscité par la critique. Comme souvent, il décide d'adapter un livre sorti 2 ans plus tôt, un best-seller titré Topaz de l'écrivain américain Léon Uris. Leto suit donc un agent des services secrets français, André Devro. Il enquête sur un réseau d'espionnage soviétique surnommé Topaz. Une mission qui va l'emmener de New York à Cuba en passant par Paris. Au cœur de l'affaire, un influent conseiller qui serait infiltré au sommet de l'État français et ferait passer des informations sensibles à l'URSS. Pour l'aider dans ses recherches, André Devro peut compter sur son ami Jacques Granville, interprété par un certain Michel Piccoli. Vous savez que vous n'êtes censé venir ici, en aucun cas. Vous ne pensez pas que Devro doit être mis hors d'état de nuire? C'est une subtile et sinistre suggestion, Henri. Ce n'est pas la première fois que nous sommes aux prises avec un problème réclamant la solution définitive. Jacques, si Devro a pu faire parler le transfuge soviétique ainsi que je le crains, il faut y mettre bon ordre. Croyez-moi. Vous êtes donc sanguinaire. Notre espion découvre alors que Jacques Granville l'a trahi et qu'il est justement la taupe. L'histoire est inspirée de la réalité, l'affaire Martel. En décembre 1961, Anatoly Golitsyn, un commandant du KGB, fait défection aux États-Unis. Il livre aux renseignements américains de nombreux noms d'espions soviétiques infiltrés en Occident. Et il affirme qu'il y a, au cœur du cabinet présidentiel de Charles de Gaulle, une taupe. Il ne connaît pas son nom, mais certains indices vont pointer vers un certain Pierre Maillard. L'Express a donc mené l'enquête sur ce proche parmi les proches du général de Gaulle. C'est à nouveau Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction et spécialiste des questions d'espionnage, qui a plongé dans les archives des renseignements. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Durant l'affaire Martel, au début des années 60, la CIA n'obtient donc pas le nom de ce membre du cabinet du président de la République, mais il existe des suspicions. Des noms circulent sur la base de déductions. Par exemple, il y a Jacques Foccart, qui est secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines. Il y a Louis Jox, qui a été ministre pendant plus de 10 ans, ou Georges Gors, qui lui aussi a occupé différents postes de ministre, dont secrétaire d'État aux affaires étrangères, mais ils sont rapidement disculpés. Les regards vont ensuite assez vite se tourner vers un certain Pierre Maillard. Son nom ne filtre pas trop dans la presse et dans les discussions politiques de l'époque. Pour autant, la DST, le contre-espionnage français, en fait rapidement une de ses hypothèses principales. Pierre Maillard, ce n'est pas un nom très connu du grand public, il a pourtant occupé des postes clés. Il naît en 1916 et fait de brillantes études. Il est licencié de droit, agrégé d'allemand et reçu premier au concours d'entrée de l'École normale supérieure en 1937. En 1942, il entre alors dans la carrière diplomatique. C'est un diplomate brillant à la trajectoire météorique. Il est en poste en Suisse, puis au Royaume-Uni. En Autriche, en 1954, il devient chef du service du Levant, chargé donc du Proche-Orient. Il est très bien vu dans le monde arabe, il y a beaucoup de contacts. Ensuite, il est nommé directeur politique au Conseil de l'Europe au nom de la France entre 58 et 59. Concernant ses positions politiques, il est considéré comme mendésiste, mais également proche des milieux gaullistes, donc à la fois de gauche et gaulliste. En 1959, justement, il prend des fonctions très clés. Conseiller diplomatique du président de la République, le général de Gaulle, où il est notamment en charge des questions européennes et allemandes. En arrivant à l'Élysée, suite à mon acceptation, naturellement, j'étais tout de suite... j'avais l'obligation de voir le général pour me présenter à lui. Et nous avons même eu une conversation déjà importante et assez prolongée sur l'Allemagne. Il participe par exemple à la préparation puis à la signature du traité de l'Élysée en 1963,
donc ce traité de coopération qui scelle la réconciliation entre la France et la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Il reste à ce poste jusqu'en 1964, une date à laquelle il est nommé à un poste très exposé. Tout simplement secrétaire général adjoint de la Défense nationale, un poste qu'il occupe jusqu'en 1970. Après ces années à l'Élysée, il va continuer à occuper des fonctions diplomatiques majeures. En 1970, il devient ambassadeur délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO. 5 ans plus tard, il est nommé conseiller diplomatique du gouvernement, chargé du dialogue euro-arabe. En 1979, il est pressenti pour devenir ambassadeur en Chine, mais la nomination est révoquée par le président de la République, on y reviendra. Il partira finalement à l'ambassade au Canada jusqu'à son départ à la retraite en 1981. De nombreux postes clés donc, dont certains au cœur même de la machine présidentielle. Secrétaire général adjoint à la Défense nationale, c'est un poste ô combien lourd de responsabilités. Il est numéro 2 de ce service de Matignon, qui est chargé rien de moins que d'accorder les habilitations secret défense, de dresser les procès-verbaux des conseils de défense, les réunions les plus secrètes de l'État. Donc si Pierre Maillard est vraiment une taupe de l'URSS, ce serait un scandale d'espionnage d'un niveau jamais vu en France. Le point de départ de l'enquête de l'Express, c'est une note des renseignements concernant Pierre Maillard que tu as justement pu consulter, Étienne. C'est une note blanche, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas signée. Mais on sait de qui elle émane, c'est la Direction de la surveillance du territoire, la DST, l'ancêtre de la DGSI, donc le contre-espionnage. Je l'ai vue cette note. Elle a été authentifiée par 3 sources par ailleurs. Elle est intitulée « Note sur le cas Maillard ». Elle n'est pas datée. C'était la coutume pour qu'on ne puisse pas la réutiliser ou attribuer son auteur, mais on peut la situer à partir des informations qui y figurent entre 1972 et 1975. Ce qu'on y lit, des éléments collectés par les policiers, de manière clandestine, c'est-à-dire sans en aviser l'intéressé, contre Pierre Maillard, alors qu'à cette époque, il est ambassadeur auprès de l'UNESCO à Paris. On y apprend qu'une très discrète enquête a été diligentée à partir de novembre 1967 avec l'accord préalable très secret du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. Et si la DST s'intéresse à Pierre Maillard, c'est qu'il est soupçonné d'avoir eu des échanges clandestins avec des agents du KGB à Paris. Et oui, des échanges entre 1956 et 1967, il y en a plusieurs que la DST répertorie dans sa note. Je cite « D'août à septembre 1956, Monsieur Maillard a eu 4 contacts avec Gavritchev, 3e secrétaire à l'ambassade soviétique, officier important du KGB. » Les enquêteurs ajoutent « Le rôle officiel subalterne de l'espion soviétique explique mal de tels échanges répétés avec le responsable d'un service important du Quai d'Orsay. » En clair, Gavritchev, officiellement, c'était un sous-fifre. Il n'avait aucune raison de parler à un ponte du Quai d'Orsay. La 3e de ces rencontres a lieu le 11 septembre à 10h, sur demande pressante, je cite, de Sergueï Gavritchev, note encore la DST, qui dresse un parallèle entre ces entrevues et l'affaire de Suez, ce conflit entre l'Égypte et Israël que l'URSS suit de très près. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine 2 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. La DST soutient que le diplomate a également entretenu des contacts avec Mikhail Tsimbal, alias Rogov, qui lui est le chef de poste du KGB en France, en 1958. C'est le numéro 1. Autre élément assez troublant, lors d'une perquisition chez le militant communiste égyptien Henri Curiel, ce dernier a tenté de faire disparaître des documents citant Pierre Maillard. Ces notes précisaient « Les renseignements qui suivent résultent d'une étude à laquelle nous nous sommes livrés après avoir consulté Maillard, Ponce et Brunet du Quai d'Orsay. » Pour expliquer, Maillard, Ponce et Brunet, c'est 3 diplomates importants du Quai d'Orsay.
Le fait que ces noms figurent dans des papiers d'un militant communiste, ça pourrait vouloir dire que leurs noms sont inscrits sur une note éventuellement de renseignement d'un pays pas ami, donc possiblement d'un pays du pacte de Varsovie, possiblement de l'URSS, et que donc Maillard, en l'occurrence, est une source du KGB, du renseignement soviétique. Mais tout cela est bien sûr théorique. Pierre Maillard est également connecté à une autre affaire, toujours en lien avec les soviétiques. Elle concerne Georges Pack, un diplomate lui aussi, reconnu coupable d'espionnage pour l'URSS. Georges Pack, c'était un haut fonctionnaire à l'état-major de la Défense, puis un membre du service de presse de l'OTAN. Il a fourni des multitudes de documents, dont des plans de Berlin, semble-t-il décisifs pour l'URSS au moment de l'érection du mur en août 1961. Or, les deux hommes se connaissent, et pas qu'un peu. Georges Pack, c'est un ami de Pierre Maillard. Ils étaient camarades de promotion à l'ENS. Durant l'enquête judiciaire, après son arrestation, Georges Pack reconnaît avoir livré 2 biographies de Pierre Maillard au KGB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Pierre Maillard faisait partie des hommes politiques, des hommes de l'État visés par le KGB. Quand on rédige une biographie, c'est qu'on récolte un maximum de renseignements sur quelqu'un en vue d'un recrutement ultérieur ou pour piéger la personnalité. Georges Pack dira aussi avoir obtenu de Maillard des documents officiels du Quai d'Orsay sur la crise de Suez. Des documents qu'il a immédiatement remis à ses officiers traitants. Ça ne fait pas une culpabilité, mais c'est troublant. D'autant que celui qui a manipulé Georges Pack, l'espion soviétique, c'est un nom qu'on vient de citer. Sergueï Gavritchev, le sous-fifre avec qui Maillard a eu des contacts d'après la DST. Face à ce faisceau d'indices, la DST décide d'aller plus loin dans son enquête. Alors qu'il est lui-même secrétaire général adjoint à la Défense nationale, Pierre Maillard est placé sur écoute et il est même filé dans la rue. Des hommes du secret enquêtent sur un homme du secret. Et au cours d'une filature, les enquêteurs constatent la présence très voisine de l'attaché naval adjoint soviétique Rodionov, je cite. Ce diplomate appartient au GRU, le renseignement militaire, indiquent les policiers. Drôle de coïncidence quand même. Pierre Maillard voisine avec quelqu'un qui dispose d'un poste très peu important dans l'organigramme officiel de l'ambassade soviétique, mais qui est en réalité un espion très, très important du renseignement soviétique. Les enquêteurs, encore une fois, ont l'impression d'avoir été à 2 doigts de surprendre une rencontre clandestine entre l'espion et Pierre Maillard. Par ailleurs, les policiers constatent encore que Maillard sollicite et obtient un rendez-vous avec François Mitterrand au domicile de ce dernier le 23 juillet 1968. Alors ce rendez-vous ne raconte absolument pas que Pierre Maillard est une taupe du KGB. Il dit plutôt que, bien qu'officiellement proche du général de Gaulle, donc un pilier du camp gaulliste quand même, il a des liaisons secrètes avec la gauche 68arde de l'époque. Ça montre, dans l'esprit du contre-espionnage français, un profil duplice et une accointance avec ce qui est considéré à l'époque comme le camp le plus complaisant avec le pacte de Varsovie, avec l'URSS. Donc pour la DST, ça en fait d'autant plus un personnage suspect. Dernière bizarrerie, lors d'une mission à Helsinki, du 22 au 29 juin 1972, Maillard, et là je vais encore citer la note, a fait une escapade dans un pays voisin où il devait rencontrer un ami, a indiqué une source sûre à la DST. Les policiers en concluent qu'il s'agit sans aucun doute d'un voyage à Moscou qui est resté totalement clandestin. En 1968, les renseignements français vont même jusqu'à fouiller le coffre de la voiture de Maillard et ils y font une découverte. C'est là encore un peu gênant, les policiers cherchent et trouvent des documents classifiés très secrets qu'il est donc interdit de sortir des locaux protégés et d'emporter avec soi. Les dossiers sont relatifs en l'occurrence au retrait de la France de l'OTAN et d'après le témoignage de Golitsyn, la taupe de l'URSS aux États-Unis, le KGB avait pu se procurer à plusieurs reprises entre 1958 et 1960 des renseignements auprès de ce qu'il appelait la chancellerie de la présidence de la République et que cette source avait fourni notamment entre 1958 et 1959 des informations sur la position française à l'égard d'un problème de l'OTAN. En d'autres termes, ça colle.
la France, sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique, elle se tiendra prête à régler avec tels et tels d'entre eux, je parle des alliés, les rapports pratiques de coopération qui pourront paraître utiles de part et d'autre, soit dans l'immédiate, soit dans l'éventualité d'un conflit. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté. Mais les policiers trouvent aussi dans le coffre de Pierre Maillard des documents relatifs à l'emploi des troupes françaises en Allemagne. Deux sujets qui passionnent l'URSS en cette année 1968. Étienne, on a donc des indices, mais pas de preuves concrètes d'une trahison au profit de l'URSS et encore moins des aveux. Alors, qu'en dit le principal intéressé à l'époque ? Il entend bien des bruits, semble-t-il, Pierre Maillard, mais le fait qu'il y ait une enquête de la DST, ça ne lui revient pas aux oreilles. Alors même qu'il est l'un des fonctionnaires les plus habilités du pays. Situation très paradoxale, très étonnante. On peut même imaginer qu'il n'a jamais su que son coffre avait été fouillé par des policiers. Il semble ne pas en avoir été notifié. En revanche, l'exécutif en a forcément été. On peut regarder les réactions du gouvernement à l'époque. Au moment de la sortie du livre Topaz, qui évoque cette affaire, l'Élysée rétorque en 1968 que la mise en cause d'un collaborateur du président de la République constitue une affabulation grotesque, totalement dénuée de fondement. Mais en réalité, on l'a vu, puisque Georges Pompidou a accepté le principe de cette enquête, il est Premier ministre, c'est bien que l'exécutif prend ce soupçon très au sérieux. On a décrit les différents postes occupés par Pierre Maillard à partir de 1970, donc après l'enquête de la DST. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de conséquences à ces soupçons. Non. Et pourquoi ? Parce que ces soupçons, même troublants, même mis bout à bout, ils ne font pas une preuve, ils ne font pas une culpabilité. Cela dit, des anciens de la DST conserveront pendant toute leur carrière la conviction que Pierre Maillard était un espion. Marcel Chalet, directeur de la DST entre 1972 et 1975, cite le cas d'un haut fonctionnaire ayant, je vais le citer, occupé parfois d'importantes fonctions dans l'appareil d'État et dont les contacts avec des diplomates soviétiques s'étaient toujours situés au niveau du résident ou du résident adjoint du KGB. Je vais traduire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne avait des rendez-vous avec des diplomates qui se trouvaient à chaque fois être des espions. 3 ex-directeurs adjoints du service français en parlent dans un livre. Ils disent à propos de l'informateur Anatoly Golitsyn: une hypothèse de travail a été bâtie autour de Pierre Maillard. Mais son fils, Jean-François Maillard, que j'ai pu contacter, balaye les suspicions. Il dit: ce sont des ragots absurdes. Pour lui, il y a d'autres explications à ces soupçons. La DGSE en particulier ne supportait pas que Maillard ne soit pas atlantiste, qu'il ait des contacts, par exemple, au sein des diplomaties du pacte de Varsovie. Et selon lui, en 1979, sa nomination comme ambassadeur en Chine a été empêchée par le département d'État américain. In fine, Pierre Maillard est mort, le 22 juillet 2018 à 102 ans. Et là, je cite les 3 anciens directeurs adjoints de la DST, sans que sa culpabilité ait été formellement établie. Mon travail, c'était de suivre l'évolution des choses. De temps en temps, le général me convoquait pour en parler. Naturellement, je lui donnais pas de tort, parce que non, mais pas par principe, mais parce que j'étais aussi convaincu qu'il allait dans le bon sens et dans la bonne voie. Étienne, on parle donc là de soupçons d'espionnage au plus haut niveau de l'État. Est-ce que c'est quelque chose de répandu à travers l'histoire et encore aujourd'hui en France ? Oui, depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, et notamment le renseignement russe, qui n'a cessé de déployer des moyens parfois insoupçonnables pour pénétrer l'appareil gouvernemental français au plus profond. Dans ses mémoires, un ex-officier du KGB, le général Oleg Kalougine, qui a quand même été directeur du contre-espionnage extérieur de 1973 à 1979, un des plus hauts postes du KGB, lui il affirmait que les informations stratégiques venues de France coulaient comme d'un panier percé.
sous François Hollande, au moins 2 ministres ont été identifiés comme particulièrement vulnérables à des intérêts étrangers. Alors, non pas qu'on les ait soupçonnés directement d'espionnage, mais on considérait qu'ils pouvaient avoir des liens notamment financiers assez problématiques avec des puissances étrangères. Une ministre d'Emmanuel Macron, elle, a été sujette aux mêmes réserves. Et on a aussi un ancien ministre, Hervé Berville, qui a raconté avoir été approché par les services secrets rwandais. Lui, il n'y a pas donné suite. Et donc aujourd'hui, comment font les services de renseignement pour s'assurer de la sécurité, notamment dans l'entourage du président de la République ? Si on a des doutes, un responsable m'a expliqué qu'on fonctionne à l'ancienne. On tient le ministre, entre guillemets, à bout de gaffe. Donc quand on peut, on ne l'invite pas aux réunions, on le prévient du minimum. Il y a aussi des formations à destination des collaborateurs. Pour prévenir les risques, les collaborateurs de l'Élysée, par exemple, doivent livrer régulièrement leur appareil au service informatique. Les informaticiens procèdent à un dépistage des logiciels espions susceptibles d'avoir été installés. Tout ça pour éviter des situations comme avec le logiciel Pegasus. Emmanuel Macron a ordonné toute une série d'investigations à la suite des révélations de plusieurs médias sur le piratage de téléphones de politiques et de journalistes français en vue d'une éventuelle mise sous surveillance par le logiciel espion Pegasus. L'enquête du consortium international a révélé que l'un des numéros du président français et ceux de 15 membres de son gouvernement en 2019 figuraient sur la liste des 50 000 numéros potentiellement ciblés. Derrière ces intrusions, le Maroc. Les entourages des conseillers et hauts fonctionnaires les plus sensibles sont censés faire l'objet d'une enquête dans le cadre de leur procédure d'habilitation au secret défense. Celle-ci est confiée, sauf très rares exceptions, à la division spécialisée de la DGSI. Elle est lancée dès leur nomination. Les ministres, eux, ne font pas l'objet d'une procédure de ce type. Leur nomination au gouvernement vaut habilitation au plus haut niveau. Et puis, dans la communication, notamment pour les conseils de défense, il y a quelques précautions. L'ordre du jour n'est jamais envoyé par email. Un coursier vient le transmettre en main propre à une assistante habilitée. Seul le ministre et son directeur de cabinet sont, en théorie, autorisés à le consulter. Un ancien responsable explique que ces documents sont numérotés et filigranés et qu'on peut même mettre une police spéciale pour les documents classifiés pour pouvoir retracer toute fuite du document. Cette affaire, Étienne, est-ce qu'elle a eu des conséquences au plus haut niveau de l'État et de la diplomatie française ? L'existence de la taupe, en elle-même, elle n'est pas sûre. Mais elle montre la réussite, l'imprégnation de l'espionnage soviétique jusque dans les cercles de pouvoir français, ce qui, pour le coup, est une certitude pour les années 1940 à la fin des années 60. Tout cela montre à quel point, à l'époque, l'État français a pu être infiltré. Pour les Américains, la taupe dite Columbine était la preuve absolue que la France gaulliste avait des accointances inacceptables avec l'URSS. Tout cela a changé l'histoire, car ça a causé une perte de confiance de plusieurs années entre la France et les États-Unis. Suite à cette affaire, le général de Gaulle décide d'appeler à plus d'indépendance. Quant à Washington, eux ont plus de méfiance vis-à-vis des Français. Bref, quoi qu'il en soit, la taupe Columbine aura semé la zizanie entre deux pays amis, la France et les États-Unis. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nid d'Espion, le podcast de l'Express consacré au renseignement. Il était raconté par Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction, spécialiste des questions d'espionnage. Mélanie Pierre était au montage, Jules Cros à la réalisation. Ce podcast est à retrouver chaque mercredi sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast ou Castbox, mais aussi sur la chaîne YouTube de l'Express et sur notre site internet. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour ne rien rater, chers auditeurs, pensez à vous abonner. À bientôt.